Il y a une écrivaine camerounaise, franco-camerounaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léonora Miano. Elle disait, elle écrivait, enfin, c'est le livre, c'est des conférences qu'elle a données, donc c'est pour ça que j'hésite entre dire et lire ou écrire. La frontière, telle que je la définis et l'habite, est l'endroit où les mondes se touchent inlassablement. C'est le lieu de l'oscillation constante d'un espace à l'autre, d'une sensibilité à l'autre, d'une vision du monde à l'autre. La frontière évoque la relation. C'est son formidable livre « Habiter la frontière ». Ce sont ces mots qui me viennent à l'esprit en relation avec notre deuxième panel, « Habiter nos ateliers pour une écologie des sens ». Nous allons entendre Marie-Pierre Daigle, Erika Trottier et tout d'abord Stéphanie Robert. Voilà, c'est dit. Alors, Stéphanie, c'est une peintre autodidacte établie à Kakuna qui explore différentes formes d'art pour répondre aux besoins de sa création. Sa démarche est nourrie par sa formation en géographie, ses 10 années d'enseignement de yoga, ainsi que ses collaborations avec le cinéaste documentaire Hugo Latulippe. Elle cherche à traduire des réalités complexes en formes sensibles, narratives et symboliques, afin d'insuffler une forme de réenchantement du monde. Stéphanie a notamment exposé au Musée du Bas-Saint-Laurent, en dialogue avec les œuvres de Jean-Paul Riopel, ainsi qu'au musée Le Chaffaut de Percé. Ses peintures illustrent les couvertures de plusieurs livres parus au Québec et à l'international. Alors, à propos de sa présentation entre géographie intérieure et géopoétique du soin, Stéphanie nous dit: ma pratique artistique s'inscrit dans une forme de géopoétique du soin, à la croisée de l'art, de la nature et de la vie intérieure. L'exploration est valorisée comme les allers et retours entre le contrôle et le lâcher-prise. Je crée des cartographies sensibles grâce auxquelles l'œuvre devient un lieu habité, une sorte de territoire-relation où il devient possible de réparer les liens fragiles entre humains et non-humains, entre savoir et sensation, entre raison et intuition. Je m'intéresse au point d'intersection entre mes 3 ateliers complémentaires où toute ma pratique se joue. Accueillons Stéphanie Robert. Merci. Merci pour votre accueil. Est-ce que vous entendez battre mon cœur? Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Franchement, merci à Suzanne pour la belle présentation. Merci à Daniel, à Thuy. Merci à Virginie et à Suzanne pour votre accompagnement des 2 dernières années. Oui, merci à mes collègues de l'avant-midi d'avoir mis la table, d'avoir cassé la glace qui est fondue, je pense, hein, on le sent quand même. Et merci évidemment à toute la cohorte pour ce que vous êtes. Merci de partager vos trips avec nous en fin de semaine, ce que je vais faire avec vous maintenant. Entre géographie intérieure et géopoétique du soin. Je pourrais vouloir avoir fait une différence. Désirer me coucher en ayant un peu changé le monde. Changer le monde. C'est bien cette phrase que j'ai tellement dite adolescente. Aujourd'hui, je me rends bien compte qu'on veut changer le monde parce qu'on a besoin personnellement de croire que le monde change. Sinon, on se fissure, on laisse une noirceur s'installer. Si on ne peut pas croire que le monde peut être changé, c'est le début de la fin. Ce sont les mots de Marcelle Dubois, femme de théâtre québécoise, mais ça aurait pu être les miens. Contre mon gré, sans que je ne le souhaite, j'assiste
et participe à la destruction de la nature par l'humanité. Cette chose que nos cerveaux d'humains peinent à saisir, tant l'ampleur de ce que ça signifie en termes d'impact est grand, est bien réelle selon les scientifiques du monde entier. Cette destruction me dépasse et me dévaste. Comme nombreuses et nombreux d'entre vous, je ne me sens évidemment pas en guerre contre la nature. Dans mon cœur, c'est même l'inverse. Par contre, je suis l'humanité et elle est moi. Je me tiens donc aux côtés de ces deux hommes lorsqu'ils déclarent ceci. L'humanité fait la guerre à la nature. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. We are right in the middle of World War III, and we are going at war with planet Earth. Harrison Ford, pas besoin de présentation, lui. Je me tiens aussi aux côtés de cette autrice québécoise qui amorce son essai « Une civilisation de feu » ainsi. Si certains peuples peuvent dire qu'ils sont le peuple du caribou ou le peuple du poisson blanc parce qu'ils vivent de ces animaux, nous, les industrialisés de tout acabit, nous sommes le peuple des explosifs et on est en train de se faire sauter. Je souffre d'anxiété depuis enfant et je suis habitée d'une profonde tristesse depuis tout aussi longtemps. L'hypersensibilité qui me caractérise affecte mon quotidien et m'empêche parfois de fonctionner normalement. Petite, j'appelais ça le mal de vivre. J'ai été assez consciente de l'état du monde jeune. À l'école primaire, je me souviens avec une étonnante précision ma crainte de la possibilité de ne pas pouvoir visiter toutes les îles du monde parce qu'elles pourraient être submergées par la montée des eaux. En 92, le sommet de la Terre de Rio au Brésil, une conférence internationale sur l'environnement et le développement durable, suivi en 97 par le protocole de Kyoto qui visait, lui, à réduire les GES et lutter contre les changements climatiques. Et toutes les actualités entourant ces événements ont probablement été marquants pour la petite fille sensible que j'étais. J'en ai saisi la menace et depuis, l'inaction. Quand l'amour vient, tu verras au fond de mon cœur. Tu verras dans mes yeux, je veux sauver la planète. Si tu veux rester vivant, sauvons la planète. C'est plein d'amis qui peuvent nous aider. Stéphanie, 8 ans. Est-ce que cette conscience du danger a déclenché mon mal-être? Est-ce que mon inconfort a été amplifié par ce constat? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est lié et que j'en souffre. Au fil du temps, j'ai trouvé refuge en 2 lieux, soit les arts et la nature. Les 2 me consolent, me donnent du courage, voire me soignent. Antonio Guterres a aussi affirmé ceci. Faire la paix avec la nature sera la grande œuvre du 21e siècle. Ce doit être la première priorité, la priorité absolue pour tout le monde, partout. Même si j'ai douté longtemps que la création était pertinente au travers toutes les tâches à accomplir pour que la planète soit sauvée, je me rends à l'évidence. L'action de l'art est mon acte de paix envers la nature et un acte de soin envers moi-même. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai commencé à peindre, après une enfance à dire que je voulais être artiste peintre, sauver la planète et être une princesse. Une vie adulte à déménager ma boîte de peinture d'appartement en appartement sans avoir le courage de l'ouvrir. J'ai commencé en janvier 2025 ma 3e année consacrée totalement à la création. Ça vient avec son lot de défis, je ne vous le cache pas, mais il n'y a rien dont je sois plus fière. Même si c'est dur, j'insiste. Créer est pour moi un rempart parce que dans la vie en général, je suis sans cesse en train de chercher le sens. Et créer me permet de le trouver et me garde ainsi de la désespérance. Créer m'aide aussi à absorber les chocs
en me permettant de libérer des excès de tristesse ou de colère en produisant ce que je considère être de la beauté. J'ai longtemps flotté au-dessus du monde ou à côté de la vie concrète. Peu incarnée, diffuse, absente. Choisir la vie d'artiste m'a ancrée dans le réel, m'a mise en action, m'a mise en valeur, m'a donné la force nécessaire de développer ma voix, celle qui se retenait de crier que nous sommes au bord du gouffre. Descendre dans l'atelier à tous les matins m'ordonne, me centre, me motive. Quand je franchis la porte de ma chambre à moi, pour citer Virginia Woolf, je me sens à la bonne place et au bon moment. Créer me procure un sentiment d'empuissancement. Créer m'engage. Ce que je crée donc, ce sont des peintures abstraites, faites de couches de couleurs que je veux harmonieuses, faites d'équilibre, de textures et de formes, faites de petites ou de grandes surprises figuratives. Mes tableaux sont aussi constitués de doutes, de découragement, de joie, de confiance. Mon travail se déploie principalement sur canevas de coton monté sur faux cadre de bois, mais aussi sur tissu récupéré, sur papier fait main ou via l'impression. J'aime toucher aux différentes formes de création. Je n'hésite pas à essayer, jouer, coller, coudre, dessiner, broder, photographier, imprimer, sculpter. Je travaille par tâtonnement, par ajustement, par la pratique d'une présence à soi, à la matière et à l'état du monde. J'aime imaginer mes œuvres devenir comme des repères dans lesquels les personnes qui les fréquentent puissent trouver courage et réconfort, douceur et adelphité, une sorte de présence alliée pour les sensibles, comme moi. Suzanne, notre professeure, m'a menée sur la piste de l'historienne de l'art Charlotte Cosson, qui parle de pratiques aggradantes, à l'inverse de dégradantes, qui me fait penser au caractère nécessairement ascendant de l'art, donc qui nous élève, dont j'ai entendu un jour le philosophe Normand Baillargeon parler. Côtoyer une œuvre, c'est côtoyer une présence, non? Installer une œuvre chez soi, c'est un peu consentir à se laisser infuser par son énergie, se laisser bercer, parfois même transformer, subtilement, mais sûrement. Donc, changer le monde, sauver la planète, faire la paix avec la nature, par une pratique aggradante, bienfaisante, qui aborde amoureusement le vivant. À l'université, j'ai étudié la géographie. Aujourd'hui, je ne me considère pas vraiment géographe, mais peut-être plus géopoéticienne. La géopoétique invite à questionner le rapport entre l'homme et la terre, à ouvrir ses sens et son intellect à l'expérience qu'offre la vie sur terre et à susciter chez lui un sentiment de présence au monde. Le champ du grand travail qu'est la géopoétique se déploie à partir d'une prise de conscience de l'état de la culture dans laquelle évolue l'être humain, d'un constat de l'essoufflement du progrès, d'une conviction que les valeurs prônées de façon générale par l'Occident ne mènent pas là où les promesses d'avenir semblaient le guider. Depuis que je suis enfant, tout vient de là, faut croire, je ressens un amour sans commune mesure pour les animaux sauvages. Je pense qu'ils contiennent, qu'ils charrient une solution aux maux de notre époque. Leur manière d'être au monde est parfaitement inscrite dans le territoire. Ils forment une harmonie en constante restructuration. Ils sont le fruit d'une évolution qui a débuté il y a plus de 890 millions d'années. Ils forment un réseau d'intelligence et de sensibilité et ils savent donc des choses que nous ne savons pas. J'ai l'intuition que ce sont eux que nous devrions écouter, nous suggérer des chemins de sagesse, nous enseigner une écoute sincère, puis un affinement de la présence, celle ancrée dans le début du monde, pour nous apprendre à vivre, à survivre. Les animaux ne sont pas seulement dignes d'une attention infantile ou morale.
Ils sont les cohabitants de la Terre avec qui nous partageons une ascendance, l'énigme d'être vivant et la responsabilité de cohabiter décemment. Ce sont eux qui permettent de reconstituer des chemins de sensibilité aux vivants en général. Les animaux sont des intercesseurs dotés d'un tel pouvoir. J'entretiens une fascination pour les traces d'animaux dans la forêt. Mon téléphone contient plus de photos de ces petits pas dans la neige que de n'importe quoi d'autre, même de mon chien. Quand je découvre une piste, je me sens vivante, instantanément. La joie me monte au cœur parce qu'ils sont là et donc nous sommes ensemble. Rarement je pose mes yeux sur leur pelage, rarement ils me laissent croiser leur regard et c'est parfait ainsi, mais contempler leurs pas dans la neige déposés entre nous est une façon de me connecter à eux. Ces empreintes sont comme un langage silencieux, une communication pacifique. Vinciane Després, philosophe des sciences et psychologue, dit « Les marques disent qu'ils sont là alors qu'en fait, ils ont été là. La marque a pris leur place. Elle remplace la présence. La trace a le pouvoir de faire sentir que l'animal est toujours là. Ces empreintes sont les espaces de nos rencontres. » Dans mes œuvres, je joue avec les enchevêtrements et crée des cartographies sensibles où le tableau devient cet espace habité, ce lieu de trace, cet espace-temps entre les animaux et moi. Cette conscience est de facto un baume, participe d'une guérison parce qu'elle nourrit nos liens, enfin les miens. La géopoétique au service du soin. Faire la paix avec la nature, la priorité absolue. Dans les prochains mois, je travaillerai à intégrer les animaux plus frontalement dans ma pratique avec en tête ce que j'ai nommé aujourd'hui. Je le ferai par exemple en entrant dans la tridimensionnalité de mes tableaux par une recherche sculpturale. Ici, une première expérience pour moi dans le cadre d'une exposition en cours où il est dit, via les mots boussole de mon amie l'autrice, comédienne et metteur en scène Véronique Côté, que le fleuve est notre seul roi. Pour la suite, je rêve à une série d'œuvres qui se répondent, qui, oui, portent le territoire, mais aussi qui l'habitent. Des œuvres multiples dans leur forme et leurs matériaux, qui continuent de toucher des ondes sensibles et, pourquoi pas, on peut rêver, qui participeraient à rétablir le seuil collectif d'empathie envers la nature. Former un tissage d'œuvres qui traduiront mon expérience de la géopoétique et m'en faire un filet de sécurité. Merci. Je t'ai pris dans le regard, j'ai failli m'étaler les quatre fers en l'air. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette très, très belle présentation. Pour des étincelles dans tes yeux, c'est formidable. Alors, je vous invite à venir au micro. Ça se passe bien, le micro, là, il ne se passe rien de radioactif là, si vous l'approchez. Au contraire, ça nous rendrait fort heureuses, n'est-ce pas, d'avoir des commentaires, des résonances, des questions. Moi, j'en aurais rien préparé, ouais. Dans ton texte de présentation, tu mentionnais 3 ateliers. Veux-tu en parler un petit peu plus parce que je sais que c'est important pour toi. Oui, en fait, l'atelier évidemment physique, là où les œuvres sont créées, qui est en fait mon sous-sol, qui est moins inspirant que le fleuve. Mais c'est là où je me suis rendu compte que j'étais la seule maîtresse des lieux. Parce que j'étais un peu la reine. J'étais un peu la princesse, dans le fond, dans mon atelier. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui va interagir. Je vais tout faire selon mes propres besoins. Je vais faire le bordel que je veux. Les commentaires sur mon bordel sont d'ailleurs interdits dans mon atelier. C'est un lieu vraiment, vraiment privilégié. Puis évidemment, l'atelier extérieur qui est celui de la nature, aller marcher, pas nécessairement, je vais pas nécessairement prendre des notes ou prendre des photos pour reproduire quelque chose dans l'atelier, mais juste me connecter avec la nature puis laisser mon anxiété sortir. Puis finalement, l'atelier intérieur, la lecture, la méditation, oui, le yoga, mais la course, je pense que tout ça doit être en équilibre pour ma part pour que
pour que ça se puisse, cette pratique-là. Merci. Merci Stéphanie. Je vois France. Bonjour France. Bonjour Suzanne. Félicitations. Très belle présentation. Comment vois-tu les traces de l'humain quand tu les rencontres dans la forêt? Est-ce que tu as eu envie de les intégrer ou les désintégrer? Je trouve qu'elles sont tellement présentes partout, tout le temps, que non, j'ai pas envie de les intégrer. Je trouve qu'on est partout, on est trop partout, les sons, le visuel. La pollution est multiple. Moi, je suis plus fan de la sauvagerie. Je me sens quasiment mal de le dire, mais diminuer notre empreinte, diminuer nos traces, fait que non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Mais en même temps, ce que je fais, c'est une trace de l'humain. Fait que d'une certaine façon, tout ça est contradictoire, mais ouais. Merci pour la question. Comment? Vous avez des questions? Merci. Je trouvais ça vraiment intéressant, cette citation de Vinciane Després qui disait les traces des animaux, on dit ils sont là, mais en fait, ils ont été là. Si on utilisait la métaphore par rapport aux empreintes, les traces que toi, tu crées, comment tu vois ça? C'est un peu en lien avec la présentation de Francine aussi sur ils ont été là, ils sont là. Et toi, tu as été là, tu es où? Qu'est-ce que ça résonne pour toi? Bien, ça résonne, en fait, je me rends compte au fil des ans. Moi, je vends des tableaux, puis donc mes tableaux se retrouvent dans tout plein de maisons au Québec, mais ailleurs aussi. Puis je me rends compte que au final, par cette sensibilité-là qui est partagée, on se retrouve à être une genre de communauté sans le savoir. Mes traces sont laissées chez les gens, puis donc on est en relation un peu constamment, puis puisque les gens font l'acquisition, ils me permettent de continuer, et donc tout ça est comme interrelié, puis je trouve ça vraiment très beau, puis je me trouve très chanceuse de pouvoir vivre ça. Et donc, leurs traces sont à l'intérieur des miennes, que je transmets. Il y a vraiment tout ce cycle-là que je trouve beau, je le vois comme ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important de créer de ce que je considère être de la beauté ou en tout cas, ce que je mets au monde, quelque chose auquel j'ai réfléchi, que je travaille pour vrai, où je mets mon cœur parce que ça reste. Puis même des fois, je vais voir des trucs que j'ai faits il y a plus longtemps, puis qui sont chez des gens, puis c'est une trace qui est encore là, puis ça m'énerve parce que je la transformerais encore ou je la modifierais, mais ces choses-là restent. Puis j'ai envie de dire restent un peu trop longtemps, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, puis c'est comme dans les questions, on dirait que j'attendais que vous me posiez, mais l'art, c'est en soi polluant, on va se le dire, pour plein de pratiques, pas toutes, évidemment, mais moi, ce que je fais, puis je suis super honnête avec vous, mais c'est de l'acrylique, la peinture acrylique, c'est tout le cycle de vie de ça, Le cycle de vie de ça est très polluant et dérangeant pour la sauvegarde de la planète. Alors, évidemment que j'ai une réflexion là-dessus, cette trace laissée là. Puis j'ai essayé différents médiums au niveau de la peinture, mais disons que pour moi, ça a été une porte d'entrée dans la création. Puis la peinture acrylique m'a permis de me plonger, puis de m'abandonner, puis de croire en ce que j'étais capable de faire. Maintenant, je sens que je suis rendue à une croisée, puis à me dire, OK, j'ai envie d'intégrer des matériaux, ou en fait, pas tant envie, parce que j'ai toujours eu envie d'intégrer d'autres types de matériaux, mais là, je me sens la force, en fait, de le faire et l'inspiration de le faire. Donc, ça va évoluer, mais c'est un passage, je pense, obligé pour ma part. Merci. Il y a Catherine, on va terminer avec Catherine. Oui, bonjour, je suis Catherine Morneau. Je voudrais d'abord, Stéphanie, vous féliciter. Au début, vous avez dit que vous avez pris la décision à temps plein de devenir une artiste et que c'était exigeant. Alors, je vous félicite d'avoir osé cette audace-là. C'est gentil. Et moi, j'ai suivi il y a quelques années le cours ici à l'UQAR. Et à la sortie de ce cours-là, ou à la fin, pour moi, c'est important, la relève, ça l'a toujours été. Et je travaille présentement dans un organisme qui est une petite chapelle à Rivière-Ouelle, qui est maintenant un lieu de diffusion où on s'occupe de la relève. Je vous invite, si ça vous intéresse, il nous reste quelques vendredis, vous amenez vos tableaux, on fait un événement, on vend du vin. C'est sérieux. C'est une invitation, si ça vous intéresse, c'est sur le bord du fleuve, on charge rien pour le local. C'est gratuit.
Alors, si ça serait pour moi un beau privilège de vous inviter chez nous à la chapelle du quai de Rivière-Ouelle, C'est si ça vraiment vous gentil. intéresse. J'accepte. Bon, venez me voir et on va tout de suite le noter. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Formidable. Merci beaucoup, Stéphanie. Erika Trottier marche entre la forêt et la création depuis son jeune âge, souvent en tressant les deux d'ailleurs. Elle commence son parcours académique avec une formation professionnelle au Centre de céramique Bon Secours, pour ensuite découvrir le territoire du Bas-Saint-Laurent. Technicienne horticole et de l'environnement, elle a travaillé en recherche appliquée auprès d'entreprises valorisant les produits forestiers et la protection de l'environnement. Depuis une dizaine d'années, la pratique de son savoir-faire de céramiste est devenue un lieu d'ancrage. Elle s'investit dans la matière terre avec une curiosité toujours renouvelée. Erika s'inspire de la nature et transpose sa sensibilité au monde à travers ses œuvres par la beauté. À propos de sa présentation de la gestuelle à l'objet, dialogue avec la matière, Erika nous dit ceci. Parfois dans la vie, des évidences surgissent. Et si on les accueille, elles tracent notre chemin. C'est ce qui s'est passé pour moi avec l'argile. Cette matière est devenue ma complice. Peu à peu, des séquences de travail et un rythme de production se sont imposés. Un savoir implicite s'instaurait. J'observe ce qui se passe dans mon atelier, dans le détail de ces gestes porteurs de sens, ce dialogue avec la matière. De l'idéation à la production, ce temps consacré porte une signifiance qui dépasse les simples objets. C'est ce que j'insuffle dans mes créations. Accueillons Erika Trottier. Quand j'étais petite, il y avait une falaise de glaise au chalet de Mamie Rose. Nous, les enfants, on s'aventurait à façonner des formes, tous fiers de modeler quelque chose, mais cette matière était loin de nous livrer toutes ses profondeurs. La grande poétesse qu'est l'argile. Présente dans les sols nourriciers, essentielle au grand écosystème, elle m'a rapidement séduite. Après un parcours horticole, je me suis concentrée sur le développement de mon savoir-faire en tant que céramiste. Aujourd'hui, je me sens à la croisée des chemins entre produire pour la rentabilité et être présente dans le plus grand nombre de boutiques, ou répondre à mon profond souhait de création. J'ai le désir d'espace pour créer, pour m'amuser, explorer tout autant que de travailler dans un rythme de production en série. Ces deux pans de la pratique peuvent être complémentaires lorsque bien équilibrés. En fait, je n'ai peut-être pas à choisir, mais simplement à installer et préserver l'entrelacement de ces deux facettes. Entrer dans l'atelier, c'est entrer dans un lieu à l'odeur terreuse, poussiéreuse, rempli d'outils. Il y a de la vaisselle partout, des tesses, des sacs, des rondeaux. C'est un univers qui est bien rempli. C'est comme un vrai chaos organisé. Être dans l'atelier est pour moi une manière de marcher à travers la vie. J'aime cet espace et ce qu'il me permet d'être. Un lieu de transformation de la matière, tout autant que de transformation intérieure. J'ai aménagé des stations de travail pour répondre à la variété des manipulations, telles que le pétrissage de l'argile, la fabrication de plaques, de tournage, la pesée de matières premières, la fabrication des glaçures et bien sûr, une station de nettoyage. Dans l'atelier, l'argile passe par les phases de copeaux secs, de pâte humide, de boue, de texture cuir, pour terminer, bien solide comme une roche, après son dernier passage dans le four. Ce qui est le plus curieux, c'est que je passe mon temps à couvrir mes pièces avec des plastiques. Je fais de constats va-et-vient pour entretenir les phases du travail. Au final, j'imagine la pièce plus souvent que je ne la regarde. Je dois en prendre soin. L'humidité contenue dans son corps est directrice des stades de manipulation.
Si je veux faire des motifs dans la chair de l'argile, je dois comprendre son stade de développement afin qu'elle soit prête à recevoir les manipulations appropriées pour un travail soigné. Être artiste céramiste, c'est vivre avec une tension qui s'échelonne dans le temps. Je manipule tellement souvent les pièces. Elle passe à travers plusieurs stades exposant sa fragilité. Ce qui exige une délicatesse des manœuvres, et ce, dès l'instant où je déplace la pièce du tour jusqu'à la planche. Ce qui fait qu'en cours de processus, j'en perds plusieurs, ou je ne les reconnais pas à la sortie du four. Ouvrir un four est toujours un moment angoissant. Tant d'heures mis en amont sur chacune des pièces. La perte peut être douloureuse, tout autant que parfois se révèlent des trouvailles. Outre les caprices de l'argile qui me fascinent, il y a la considération de son volume, c'est-à-dire l'amplitude que prend l'argile entre mes mains. L'apprentissage d'humilité à chaque fois que j'ose dépasser ses limites. J'aime penser que je dialogue avec elle. Lorsque j'entre en interaction avec la Terre, cela me porte ailleurs, dans une variante de la forme que j'avais visualisée au départ. La forme indique des manœuvres propres à sa structure. Selon la grandeur du contenant et son ouverture, les techniques utilisées ainsi que les manipulations ne seront pas les mêmes. En poterie, la fonction de l'objet est bien souvent génératrice de sa forme. Elle a depuis toujours la fonction d'accueillir, de servir, de verser, d'entreposer. La poterie est faite de simplicité, sans prétention et à usage utilitaire. Ce que j'aime de cette fonction est son accessibilité. J'ai souvent dit que la céramique peut être une porte d'entrée dans l'art pour les maisons. L'art, n'est-ce pas simplement de s'entourer de résonances qui amplifient nos sens? Je fais partie des personnes qui affectionnent un environnement vivant, organique et inspiré. Je cherche constamment la poésie, les moments de grande beauté. Ces instants où l'harmonie existe, comme la beauté vivifiante d'une mousse en forêt, ou simplement la musique du vent dans les feuilles d'un peuplier. Je porte en moi ce regard esthétique, créateur et inspiré dans tous les moments de ma vie. J'ai découvert récemment que j'aimais l'objet. Oui, je peux être matérialiste. Mais attention, une forme de matérialisme où l'objet est rempli de sens, d'histoire, que sa forme, texture, couleur vibre positivement dans mon lieu. Je pense depuis longtemps que la plus grande œuvre que je ferais serait mon environnement de vie. J'en suis à me demander si je m'entoure d'objets dont le sens m'importe tout autant que leur apparence. Il est vrai que le médium de l'argile me permet de faire des petits objets chargés de sens, qui offrent l'opportunité d'ajouter au quotidien et à la routine une dimension de l'ordre du rituel. Le rituel et l'objet sacré permettent de me donner des cadres apaisants et sécurisants dans ma vie. Ce sont des ancrages positifs à l'intérieur de l'agitation quotidienne. Lorsque je confectionne ces objets, je suis dans un rituel calmant pour mon hypersensibilité. Je les fabrique en lenteur et avec attention. Je confectionne un contenant matériel qui est en même temps un objet de connaissance. Ainsi, je crée un récipient qui aura le pouvoir d'agrandir une routine à qui l'aura accueilli. Les œuvres-objets, comme j'aime les appeler, permettent de voir avec les mains, de ressentir la douceur du grain, flatter la courbe de la sensibilité transmise. Choisir l'objet à toucher quotidiennement, choisir le paysage de couleurs à regarder tous les jours est une attention à soi. S'offrir des moments de résonance. Telle est ma façon de penser lorsque je choisis de faire des objets du quotidien, que ce soit une tasse, un bol ou un gobelet. Fabriquer des contenants précieux devient un prétexte à l'ancrage dans les actes simples de la vie. Le gobelet, un petit objet que l'on tient dans les mains, qu'on a choisi, que l'on offre. Un simple objet dans lequel on met à manger, à boire ou des trésors. On en prend soin, on le lave, on le tient sous l'eau, on le caresse pour le sécher. C'est une pièce qui réfléchit la lumière, qui contient la couleur. Il peut être un objet de douceur pour la main, pour le regard ou par la signifiance. Il peut être évocateur de souvenirs, de moments partagés ou de mémoires sensorielles. En fait, le gobelet est un grand voyage en soi.
Lorsque je parle de production, je parle des objets que je produis en série, le gobelet remplaçant par un autre semblable. Donc, lorsque je parle de production, il y a tout un enlacement de séquences successives qui instaurent une agilité de mouvement que je pourrais exécuter les yeux fermés. La chorégraphie que suit la main entre l'eau et la pièce pour faire apparaître le bol sur le tour, lisser à l'éponge les parois du gobelet pour enlever les aspérités, ou préparer chaque outil nécessaire au façonnage d'une pièce. Cela me permet de travailler un savoir tacite, implicite, un savoir-faire d'expérience qui s'imprègne dans ma gestuelle. Instaurés en moi, ce sont des gestes devenus innés. Cet exercice me sert énormément à réfléchir, à m'apporter le temps nécessaire au développement de mes idées. Le travail me permet de mieux connaître l'argile et d'affiner les manipulations dans une optique d'efficacité et d'économie de la matière. J'acquiers une grande maîtrise non négligeable pour l'ébauche de nouvelles explorations. C'est un entraînement quotidien avec la pâte, tel un athlète qui doit entretenir son corps avec les routines de son sport. J'entretiens et raffine ma gestuelle. Elle contient des séquences connues, devenues habitudes, qui reposent mon esprit nerveux. Un espace qui me permet de ralentir l'agitation mentale, un moment où la méditation est permise à travers les séquences de travail. La confection de scieries me met dans l'action et l'action méthodique me permet de dénouer des blocages. J'acquiers beaucoup de connaissances par la réalisation en série, surtout sur l'importance de l'enchaînement de chaque manipulation menant à la suivante. En fait, pour moi, la maîtrise de la pièce ne peut s'atteindre que par la pratique de la répétition. Seule la fréquence du geste me conduit à sa liberté d'exécution. Plus je travaille l'argile, mieux je connais la matière, mieux j'anticipe ses comportements et j'approfondis mon dialogue avec elle. Là entre le savoir expérientiel. Pour ce qui est de la création, c'est un temps d'exploration pour une nouvelle collection, une nouvelle forme, un objet qui se distinguera de ceux produits en série, ou simplement un moment où je communique avec l'argile. C'est un espace où je sollicite mon potentiel exploratoire pour trouver de nouvelles terres à travailler, trouver des émaux amoureux l'un de l'autre pour avoir des résultats harmonieux. Il s'agit parfois de tester de nouvelles techniques de travail pour agrandir ma compréhension de ce vaste monde de la céramique et surtout me garder apprenante. Il faut que j'explore pour trouver mes propres combinaisons et pour ça, il faut que j'ose m'offrir du temps. Le temps d'observer les échantillons, les manipuler, les toucher, visualiser le fini, les couleurs potentielles, façonner des formes. Cette phase initiale peut prendre jusqu'à 1 ou 2 ans pour un projet. Mais c'est la phase où je dialogue avec les matières, où il y a des allers-retours entre les manipulations et le temps de regard. À travers les étapes de création d'une nouvelle pièce, il y a de grands espaces où tout se passe dans ma tête. Rien de concret se produit dans l'immédiat. C'est un temps où je m'occupe les mains avec les séquences d'une production en cours, tout en me connectant à mes mémoires. Cela facilite l'émergence de l'œuvre-objet. Ici, j'ai matérialisé rapidement un projet grâce à mes connaissances tacites et cela en m'amusant. Ces petits contenants sont des dernières créations que j'ai faites. J'ai tourné en une seule fois des formes, puis j'ai passé un long moment à décorer. J'ai, avec lenteur, fait apparaître un motif inspiré des formes du vivant. Les gestes de petits points rappellent pour moi une forme de méditation, mandala, ajoutant une signifiance à l'objet, devenant un objet qui se révèle de plus en plus précieux. Être dans la création devient une sorte d'obsession où je suis toujours en train d'imaginer, d'aiguiller mon idée et j'adore ça. Je suis emballée par ce moment où une idée stimule l'autre, où les possibilités m'habitent et font sens. C'est la période où toutes mes expériences intimes et physiques me permettent la préparation de la prochaine composition. En décomposant le mouvement, en intégrant les stimulations, en anticipant les gestes ainsi que la réponse de la matière. Je dois me représenter les choses comme si elles vivaient en moi, les ressentir, les contraindre et les faire émerger.
Dans ces moments-là, la forêt, le fleuve et surtout la marche provoquent en moi tout un espace dynamique intérieur qui crée l'émergence. Comme a écrit le potier Jean Girel, plus d'une fois, la solution n'avait pas été trouvée dans un ouvrage de céramique, mais dans l'observation de la vie. Observer la grande nature apaise une anxiété oppressante, me permet une mise en réception, une nouvelle perspective se dessine grâce à cette posture d'ouverture. Je suis ainsi disponible à la résonance. Je pense qu'à travers la préparation de cette communication, j'ai voulu réconcilier les pans de ma pratique que sont la production et la création. J'avais le besoin de me démontrer que la production n'est pas simplement un travail à la chaîne, mais qu'il s'y cache une richesse de connaissances. Connaissance de qui je suis, de mon rythme, de mes besoins, de la matière. Je voulais célébrer toute la gestuelle qui me mène à l'objet. Maintenant que c'est accueilli et intégré, j'ai le désir d'approfondir mes expériences en création et d'aller explorer avec une plus grande assurance. Pour garder l'équilibre entre les deux, je vais devoir me faire gardienne du temps, protectrice de ma durée d'atelier, réaménager les priorités afin de vivre et préserver l'espace de création. Réfléchir à tout ça m'a apporté une nouvelle intelligence de regard sur ma pratique, m'a donné des mots pour me décrire. Mais cela m'a aussi éloigné du faire, le faire par le geste qui me permet d'être. Les mots sont extérieurs à moi, la matière est en moi. J'ai donc hâte de retourner habiter mon atelier, habiter mon corps, rétablir la gestuelle avec l'argile. J'ai envie d'aller traverser les paysages au rythme de la marche et j'ai envie de cultiver mes jardins. Merci. Merci beaucoup, Erika. Quelle belle présentation. C'est tellement un privilège de pouvoir entrer dans les ateliers d'artistes. C'est fascinant et de découvrir ton univers. Merci beaucoup pour tes généreuses images et mises en contexte. C'est vraiment très puissant. Alors, je réitère, si vous voulez venir poser une question, une résonance pour Erika, vous êtes les bienvenus, oui. Avec effet sonore. Oui, mes excuses. J'ai un petit côté sauveur, ma blonde m'appelle Jésus des fois. Fait que j'ai vraiment été touché par votre travail, je trouve ça magnifique. Mais quand j'ai vu l'assiette cassée, ça m'a perturbé. Puis j'ai une suggestion à vous faire. J'ai vu une conférence à un moment donné de designers japonais. Puis une des choses qu'ils expliquaient, quand il y a une cassure dans un objet, souvent ils vont le réparer. Et tout d'un coup, cet objet-là prend une nouvelle signification, une nouvelle forme, parce qu'il y a un vécu qu'il n'y avait pas avant. Fait que l'assiette cassée, il n'y en aurait jamais deux pareilles. Moi, je vous recommande de la coller et de la vendre. En tout cas, je suis preneur. C'est quelque chose qui vous intéresse? Ben, écoute, il faudrait que j'ajuste ma priorité de temps, justement, parce que cela ajoute du temps. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faudrait que je vois si ça rentrerait dans mes états de création ou pas. Mais c'est une belle idée, oui. Mais il y en a beaucoup dans un atelier qui se casse à plusieurs étapes. Des fois, c'est bien avant le fini. Fait que, ça fait partie du métier de céramiste. Merci pour votre présentation. Merci. Je trouvais ça vraiment intéressant quand tu parlais de l'aspect méditatif de la routine. Tu sais. En fait, il y a beaucoup de termes que tu utilises qui sont souvent connotés comme le premier étant matérialiste. Alors, la matièreté, puis comment dans quel univers tu nous amènes ou ce que tu nous partages, là, j'aimerais ça t'entendre plus, là, sur la fréquence du geste, la méditation, le rituel, je sais que c'est... Ouais, ben, je sais pas si ça l'a, transpirer un peu dans ce que j'apporte, mais tu sais, c'est vraiment c'est intégré en moi, c'est des gestuels, c'est comme un peu faire corps avec la matière, de la façon que je la travaille. Fait que tu sais, comme c'est une extension de moi, les outils, les chorégraphies dans l'atelier, les enchaînements d'une étape à l'autre. C'est ça.
Je veux juste te dire que les objets que tu fabriques sont une œuvre d'art qu'on tient dans nos mains. On n'est pas habitué de penser à ça. On les voit sur des murs. Non. Et puis, tu as parlé de rituel. Alors, un petit geste quotidien, comme prendre un petit bol de lait, devient un rituel qu'on tient dans nos mains. Je trouve ça tellement beau. Tu rentres l'art dans des petits gestes tout petits du quotidien. Comme je dis, choisir ses couleurs, choisir qu'est-ce qu'on a envie dans la journée. J'admire ça énormément. Bravo. Merci. Merci, Francine. Est-ce quelqu'un qui s'approche? Oui. Bonjour Erika, merci pour ta belle présentation. Un des éléments que tu n'as pas mentionné, puis sur lequel je serais curieux de t'entendre, je sais que tu as fait beaucoup d'ateliers aussi en céramique, donc partager tes connaissances, ton savoir, ta passion. Est-ce que, de quelle manière est-ce que ces ateliers-là ont pu nourrir ta pratique et éventuellement aussi ont pu t'informer sur ton rapport à la matière? En fait, ça nourrit énormément. Transmettre un savoir-faire, c'est aussi aller à la rencontre de l'imaginaire de l'autre. Tu transmets des techniques, des gestuels, mais pour répondre à un imaginaire de quelqu'un d'autre. Fait que ça approfondit mes connaissances beaucoup de pouvoir enseigner la céramique. Par ça, par cette aller ailleurs que moi j'irais. Allô? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, tu sais, t'as de l'air d'avoir beaucoup de facilité dans la production. Puis, tu sais, tu nous l'as tout bien expliqué. Puis là, tu dis que toi, de faire de la création, ce qui te bloque un peu, c'est le temps. Mais à part le temps, tu dis à un moment donné, il faudrait que j'ose. J'aimerais que tu développes ça parce qu'on voit que les techniques, tu l'as. Alors, c'est quoi Ben, merci de m'amener là parce que je n'aurais pas pensé y aller. Mais en fait, je pense que ce qui me limite le plus, c'est que je reste beaucoup dans l'objet utilitaire. Puis oser la création, des fois, ça va être de sortir de l'utilitaire qui, pour moi, il faut que je trouve, c'est pas les mêmes points de vente. Faut comme, je me ramasse avec des objets que je sais pas quoi faire avec. Tandis qu'un objet, un bol, une tasse, je sais qu'il va trouver preneur un jour. Des œuvres de création, pour moi, c'est plus un blocage parce que je vais me retrouver avec ça. On revient avec dans l'atelier. On revient avec la question de Chantal. Qu'est-ce qu'on fait avec ouais, ben en fait, c'est que ça si nos œuvres ne sont pas vues, ça prend de la place. J'aime pouvoir renouveler mes tablettes. Ouais. Merci. Merci, Caro. Merci, Caroline. Un grand merci, Erika Trottier. Alors, une dernière présentation avant d'aller dîner. Marie-Pierre Daigle, qui est née à Montréal, est une artiste multidisciplinaire et travailleuse culturelle. Elle est diplômée d'Espace Vert et du Centre des textiles contemporains de Montréal. Fondatrice de MP Daigle Textile et Verre, elle crée des œuvres sculpturales, conçoit et fabrique des accessoires de mode et accompagne des artistes et des organismes depuis plusieurs années. Installée à Kamouraska depuis 2014, elle s'implique activement dans la communauté artistique. Elle travaille au sein du service d'accompagnement de culture Bas-Saint-Laurent et enseigne au département textile à la Maison des métiers d'art de Québec. Marie-Pierre est passionnée des savoir-faire manuels et de la transmission des connaissances. Et à propos de sa présentation, prendre soin du jardin en reliant les ateliers, Marie-Pierre nous dit « La préparation et la mise en place sont des étapes essentielles de ma pratique artistique
où chaque atelier devient un terrain fertile pour l'évolution de mes idées. En reliant ces espaces, je crée des ponts entre les matières et les techniques, favorisant l'hybridation et l'émergence de nouvelles formes. L'importance de la valorisation et du réflexe de solutionner guide mes gestes dans les ateliers. Mon travail se nourrit de ces processus où l'idée, l'objet et l'environnement se rencontrent et s'entrelacent. La reconfiguration des espaces, telle une métaphore du jardin à cultiver, permet d'explorer de nouvelles perspectives et d'observer la perpétuelle transformation de mes méthodes de création. Accueillons Marie-Pierre Daigle. Aujourd'hui, j'accorde une place importante aux espaces de ma vie qui rendent ma création possible. J'appelle mon grand jardin de création le vaste endroit qui accueille tous les ateliers dont j'ai besoin pour concevoir et réaliser mes projets artistiques. Le projet Réseau et matières sensibles réalisé en 2023 et 2024 consistait à développer une banque de matériaux disponibles au Bas-Saint-Laurent. Parmi eux, j'ai découvert le potentiel de l'iris, la feuille et la fleur de la quenouille, la tige et le pollen de l'asclépiade. Allô, Luciole? J'ai exploré les matériaux de proximité sur le territoire afin d'être davantage en cohérence avec mes valeurs environnementales et développer des solutions durables d'approvisionnement de matières premières en création. Au courant de la session, entouré de mes alliés de cohorte, il a été nommé que l'un des défis majeurs de l'artiste, c'est la précarité. J'évolue dans un domaine où la stabilité financière n'est jamais présente, où la crise climatique, l'incertitude sociale et économique viennent constamment bousculer mes repères. Je suis vraiment émue par mes présentations de mes complices de segments. Je me remets difficilement. Pourtant, j'ai l'impression que ce contexte peut être tout de même fertile pour faire éclore de nouvelles créations. Dans l'atelier de ma tête, je me questionne beaucoup. Je n'y trouve pas de solution magique face à cette précarité, si ce n'est l'adaptabilité, la résilience et le fait de nourrir un esprit de communauté. J'y questionne comment allier l'impératif besoin de survivre et celui de créer. Les deux besoins s'opposent parfois, notamment... c'est maintenant que ça se passe, hein? Je vous aime d'amour. Je vais reprendre mon souffle un petit peu. Merci. Les deux besoins s'opposent parfois, notamment lorsque je rencontre des contraintes de temps, d'énergie ou face à la tension entre la valeur intime d'une création et la rentabilité. Mais ils se rejoignent lorsque mon intention devient un acte de résistance, une manière de transformer mes incertitudes en sens, en beauté, en lien. Lorsque je m'adapte en provoquant ce que j'appelle mon mode solution ou encore en me reliant aux autres pour imaginer la suite. Le projet Réseau matières sensibles réalisé en 2023-2024 consistait à développer une banque de matériaux disponibles au Bas-Saint-Laurent, ça je vous l'ai dit. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert le potentiel textile de l'iris, de la feuille, de la fleur de la quenouille, de la tige, le pollen d'asclépiade. J'ai exploré les matériaux de proximité sur le territoire afin d'être davantage en cohérence avec mes valeurs environnementales pour développer aussi un approvisionnement durable en matières premières de création. À travers ce projet-là, c'est que j'ai réalisé que chaque matière revalorisée mérite un temps d'arrêt, de réflexion. Chaque matière exige aussi l'adaptation des techniques de sa transformation. Uniquement pour ce projet, pour lequel j'ai reçu une bourse, ben oui, je vous disais tout ça. J'ai exploré la forge de métaux, le cordage de végétaux, le filage de papier, les techniques de joaillerie, le feutrage de textiles voués au site d'enfouissement, la création de bioplastique d'algues du Bas-Saint-Laurent, la fabrication de papier végétal et la cueillette responsable. Avec tout ce beau monde-là, avec mes années de pratique, dont 11 ans au Bas-Saint-Laurent et 14 années à Montréal, j'ai fait plusieurs rencontres et développé tout un réseau de contacts composé d'artistes, de travailleurs culturels, de responsables d'organismes, de personnes enseignantes et d'alliés d'horizons variés. C'est ce que j'appelle maintenant l'atelier du réseau. Puis je l'ai oublié. Je pense que c'est l'émotion, mais c'est ça.
tant qu'artiste, j'aspire à la liberté et que mon élan ne soit jamais freiné par mes multiples préoccupations. Est-ce si déraisonnable? Peut-être que l'essentiel réside dans l'écoute de soi et dans l'art de ne pas me perdre totalement, même dans les moments les plus intenses. J'ai souvent rêvé d'un projet global qui combinerait art, éducation et engagement social. Un nouveau lieu qui combinerait ateliers, mise en commun d'équipements, espaces partagés pour se retrouver entre artistes. Un lieu qui permettrait à chacune et chacun de prendre part à une réflexion collective, à notre rapport à la planète et à nos modes de vie en tant qu'artistes. Cette idée me motive, m'aide à repousser les frontières et dessiner les ponts là où il y a parfois des murs. Dans ma posture d'artiste chercheuse, je réalise que l'idée d'un tel lieu n'est pas le réel enjeu ici. En fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Grâce au parcours de PA et aux échanges avec mes complices, j'ai pris conscience que je suis entourée de tout un réseau d'ateliers, un ensemble de lieux, physiques ou non, aménagés avec soin, qui prennent vie lorsque je les habite et qui, ensemble, forment un grand jardin de création. À la maison, il y a 2 pièces à l'étage pour la création textile. Une pièce pour les métiers à tisser et l'autre pièce pour le tricot, la couture, l'assemblage et la finition. Au sous-sol, il y a un espace où j'ai accès à l'eau pour la fabrication du feutre et du papier. De plus, de l'autre côté du rang, il y a un bâtiment qui abrite un atelier pour le travail du verre et du métal. Mon conjoint dirait que j'amplifie aussi dans la salle à dîner, parfois dans la cuisine, dans le salon. Avec cette présentation, je réponds à mon désir de rendre visibles les moments où se connectent mes ateliers. Je vous propose donc une promenade au cœur de mon grand jardin de création. Vivons ensemble ce qui se fait lorsque je prends soin de les animer. Bienvenue dans Inflorescence, cultiver le geste, un projet en cours qui consiste à créer des sculptures textiles intégrant le verre et le papier, faits de matières végétales et de résidus agricoles. À travers mon présent projet, j'ai fait la rencontre de Frédérique Bolté, une spécialiste locale en architecture du paysage. Grâce à ses connaissances et à son aide, un jardin textile prend forme ce printemps. Ensemble, nous réaliserons le traçage des zones, planterons et relocaliserons certains végétaux à récolter à l'automne. Dans l'atelier du vivant, j'envisage cultiver, entre autres, l'iris versicolore, l'asclépiade tubéreuse et faire l'essai de quelques variétés de lin textile. Je m'intéresse tant à l'anatomie qu'aux structures d'inflorescence des plantes. L'inflorescence est un terme botanique qui désigne la façon dont les fleurs se disposent sur une tige. C'est à partir de ces formes naturelles que je développerai mes sculptures. Je souhaite explorer un paysage végétal inédit en m'appuyant sur ma sensibilité artistique qui prend en compte mes besoins en matière d'esthétique, de structure et d'organisation de l'espace. Mes sculptures aux formes organiques s'inspirent des logiques de croissance naturelle. Courbes, textures, motifs, rappels nervures et ramifications. Leur structure évoque des systèmes racinaires déployés dans l'espace pour offrir de fins détails et des perspectives multiples propices à la contemplation. Dans le cadre de ce projet, je concentre mes recherches sur le potentiel textile de certaines plantes dans l'objectif de fabriquer des feuilles et des fils de papier destinés à être assemblés, tissés ou tricotés. Je m'intéresse aux qualités esthétiques du papier végétal ainsi qu'aux croisements possibles entre matériaux naturels et techniques issues des savoir-faire en métier d'art. L'atelier de l'eau joue un rôle clé dans ce processus. Il me permet non seulement d'avoir accès à une ressource essentielle à la création du papier, mais aussi de bénéficier d'une grande surface de travail pour préparer les fibres, obtenir la pâte, puis former les feuilles. Dans cet espace sert également de zone de séchage, une étape importante dans la fabrication du papier. Il y aura nécessairement plusieurs allers-retours entre l'atelier du vivant et celui de l'eau. Arrive ensuite l'atelier du textile, un espace aux fonctions multiples devenu indispensable à ma démarche.
Il regroupe des machines à coudre, des machines à tricoter, ainsi que des tables de travail dédiées à des techniques variées comme la broderie manuelle, le feutrage à l'aiguille et d'autres formes d'assemblage. C'est également là que je m'installe pour filer le papier végétal. Je découpe d'abord les feuilles avec précision à l'aide d'une règle et d'une lame. Je déploie la feuille taillée sur une surface plane, replace les bandes et couvre d'un linge humide. Après un moment, je plie, je roule et je torsade ensuite les bandes devenues malléables à l'aide d'un fuseau ou d'un rouet pour créer ces fils. Ils circulent entre paniers, fuseaux, ourdissoirs et bobines. Une fois prêts, ils peuvent être tricotés, tissés, noués, brodés, crochetés ou encore cousus pour relier différents éléments. Cet atelier devient ainsi un lieu de transformation et d'exploration où la matière et les volumétries se réinventent à travers mes gestes. L'Atelier Rose est devenu un espace de recherche, de documentation et d'observation. C'est là que j'étudierai, identifierai et sélectionnerai les formes végétales les plus inspirantes pour nourrir mes sculptures. Je me réfère quotidiennement aux ouvrages du Centre de documentation de l'Atelier Rose, ouvrages théoriques, historiques, techniques et poétiques. Cette posture plus affirmée de chercheuse m'a permis de renouer avec la lecture, qui alimente en profondeur ma démarche artistique. Je prendrai le temps de documenter, de faire des esquisses, puis retournerai dans l'atelier textile pour fabriquer des éléments, expérimenter des volumes à travers de petites maquettes. J'explorerai mon inventaire de matériaux et amorcerai une réflexion sur leurs points de rencontre en essayant diverses stratégies d'assemblage et d'approche technique. Lorsque je franchis le seuil de l'atelier de tissage, une atmosphère particulière m'enveloppe. L'odeur des fibres, le craquement du plancher, la lumière tamisée sur les fils tendus, tout me ramène à un espace de concentration et de présence. Chaque outil a sa place, prêt à devenir le prolongement de mes gestes. Le temps semble ralentir. Je m'accorde à ce rythme, précis et régulier, presque méditatif. Mes mains retrouvent leur mémoire et le tourbillon de mes pensées s'apaise. Dans cet espace, je me reconnecte à une forme de silence intérieur, propice à la création, où chaque fil posé devient un mot du récit en cours. Je me rendrai naturellement dans l'atelier de verre et de métal pour y chercher des outils adéquats et y sélectionner des matériaux à intégrer. Je revalorise certains matériaux tels que du verre de laboratoire rendu désuet ou encore d'anciens tuyaux de plomberie en cuivre que je transforme en plaques ou en fils. J'aime façonner de petits éléments ciselés, cousus, conçus comme des petits ornements à intégrer à mes créations. Je mènerai plusieurs essais afin de trouver l'assemblage le plus juste tout en adaptant le processus au fil des étapes. Je travaille le verre de manière très intuitive, en particulier lorsqu'il est façonné à la flamme, une technique que j'affectionne profondément. Un outil me sépare presque toujours de cette matière et j'ai un attachement particulier pour chacun de ces instruments, précis dans leur fonction et leur manipulation. À travers le processus d'écriture et cette prise de parole, je fais l'expérience d'un véritable dévoilement intime, une tentative de saisir ce qui se passe, ce qui ne cesse de se transformer à l'intérieur. Dans l'atelier du cœur, j'éprouve un profond désir d'authenticité, d'équilibre et de cohérence, autant dans ma vie que dans ma pratique artistique. La poète et musicienne Patti Smith dit « Ne cherche pas à être cool, sois passionné, sois engagé, sois toi-même. L'authenticité est plus punk que n'importe quelle veste de cuir. L'authenticité est la forme de rébellion la plus pure. Écris, chante, crée, fais-toi entendre, même si personne n'écoute. Car le véritable art naît de l'âme, pas des applaudissements. » Aujourd'hui, j'enseigne, j'accompagne et je collabore avec des artistes et des organismes. La salle de classe est pour moi un espace où circule le savoir, un endroit où j'apprends autant que je montre aux autres. C'est une forme d'engagement, un désir de contribuer plus largement qu'à moi-même. Elle nourrit assurément ma créativité tout en m'éloignant parfois du jardin et de cet ensemble d'ateliers où la matière, les outils et les gestes manuels me ramènent au cœur du faire artistique. Depuis toujours, je suis animée par l'envie de comprendre, d'apprendre et de maîtriser la transformation de la matière. Je suis constamment connectée à l'atelier de la transmission des connaissances. Ma posture d'éternelle apprenante façonne mon rapport à l'art. Mon processus de création porte une dimension profondément existentielle.
Dans l'atelier du cœur, j'explore mes zones d'ombre, mes élans, mes contradictions, et j'inscris ma sensibilité dans le monde. L'artiste allemand Joseph Beuys dit « Cela veut dire simplement que je dois me préparer, sans cesse me préparer, et que pendant toute ma vie, je dois me comporter de telle sorte que chaque instant fasse partie de la préparation. Que je sois en train de jardiner ou de parler avec les gens, que je sois dans la rue au milieu de la circulation, que je lise ou que j'enseigne. Quel que soit le domaine d'activité ou de travail qui me soit familier, il me faut toujours avoir cette présence d'esprit, c'est-à-dire cette vision globale de toute la constellation de forces. Les forces sont là, présentes. Les principes sont là. Et quelque chose sortira de moi qui sera considérablement plus juste que si ce travail de préparation n'avait pas eu lieu. Prendre soin du jardin, c'est entrer dans un rythme différent. C'est cultiver lentement, observer, attendre, intervenir avec justesse. Un geste patient. Ce geste patient, je le transporte dans ma pratique artistique qui relie plusieurs ateliers. Textile, verre, métal, papier. Chacun porteur d'un savoir-faire, d'un langage, d'une temporalité. Mon travail se tisse à l'intersection des fonctions et des procédés, dans une approche rigoureuse où la technique, bien que parfois contraignante, devient aussi une forme de soin. J'ai longtemps évolué dans une culture de la précision où la maîtrise technique prenait le pas sur la spontanéité. Aujourd'hui, je choisis de faire de cette rigueur un appui, une zone sans barrière. Elle marque mon attachement à un travail bien fait et s'inscrit désormais dans une pratique plus libre, portée par le sens, l'intuition et la recherche d'une expression singulière. J'accepte désormais de sortir du cadre, de prendre des risques, de composer avec l'inconnu. Ça suppose un lâcher-prise assumé, une confiance nouvelle en ce qui peut émerger de l'imprévu, du déséquilibre parfois, comme autant de tremplins vers une créativité plus vivante et authentique. Je me souviens d'avoir souvent dit que je ne sais pas rêver, retenue par un fort sens des responsabilités. Pourtant, l'idée d'un art qui transforme et qui relie me porte. Un art qui ne se contente pas de démontrer un savoir-faire, mais qui touche, rassemble, interroge. Ça nous prend de court, hein, ces affaires-là. Un art qui puisse être un outil de guérison, de résistance et de solidarité. Ce rêve m'anime et me pousse à créer des œuvres qui participent à une vision du monde plus équitable et respectueuse du vivant. Mon parcours d'artiste est une chorégraphie délicate entre le je créateur et le je responsable. Chaque œuvre est un lieu de rencontre entre mon monde intérieur et le réel. Mon univers intime et mouvant, parfois anarchique, mais profondément fertile. Il alimente mon processus créatif et m'invite à tisser des liens entre l'idée, l'objet et l'environnement. Créer, pour moi, c'est une manière de me relier aux autres, aux vivants, à ce qui m'entoure. C'est habiter le monde autrement avec lucidité, attention et une part d'espoir. Je vois mes ateliers comme les fragments d'un grand tout. Dans son livre « L'artiste et le vivant », Valérie Belmokhtar écrit « Le jardin est un monde dans le monde, un condensé d'univers. Il est un symbole de paradis, de monde clos. Il est même considéré symboliquement comme le centre du cosmos. Lieu de culture et d'abondance, havre de paix. Un monde paradisiaque avant l'arrivée des humains. » Freud disait « J'ai perdu mon temps. La seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. » Habiter mes ateliers, c'est y cultiver une écologie des sens, où chaque geste compte, où chaque détail participe à un équilibre vivant. Il est certainement possible de le faire en mutualisant certains équipements, en entretenant les liens et en créant des occasions de rencontre. Habiter mes ateliers, c'est prendre soin du jardin, de la matière, du temps et de faire dialoguer les pratiques comme on cultive une parcelle, en laissant place à l'imprévu, à la lenteur et à la transformation en continu. Ce rêve, c'est une extension naturelle de ce que nous sommes déjà, ici et maintenant. Alors, ensemble, jardinons. Une belle boîte.
Merci beaucoup infiniment, Marie-Pierre. Quelle présentation, quel travail. Je vais te laisser Patrick qui est en attente. Bonjour. Allô, Marie-Pierre Daigle. Bonjour. Enchanté. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as dit, puis Oui. si tu as envie d'expliciter, déplier, ça pourrait être intéressant. À un moment donné, tu as parlé de la tension entre le besoin de survivre et le besoin de créer. Je pense que c'est une tension qui habite beaucoup de personnes. Puis ensuite, je pense que tu as parlé un peu de ce que moi je pourrais désigner comme étant une pratique de la résistance. Tu as aussi dit dessiner des ponts là où il y a généralement des murs. En fait, je pense qu'on n'aurait pas de pratique de résistance si le monde était plus habitable pour tous. Fait qu'en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment super inspirant. Toute cette poésie-là que tu partages, mais est-ce que pour toi, la pratique de résistance est liée à une pratique de la création? Parce qu'on ne peut pas exister sans résister d'une certaine façon. Fait que je trouve qu'il y a comme quelque chose de super intéressant dans la résistance, mais que tu as comme juste un petit peu survolé. Fait que je ne sais pas si tu avais envie de nous en parler plus. Merci pour ta question. C'est sûr que c'est ça. Dans les cours, on a parlé de précarité. Je pense que c'est Isobe qui l'avait mentionné en partant comme préoccupation. Tu sais. C'est sûr que dans un contexte où on vit dans un monde capitaliste, on a comme pas bien le choix de se plier un peu à ce qu'on... Tu sais, on peut pas juste avoir une vie en parallèle. Fait que c'est sûr que je vais finir cette phrase de même. Puis, j'ai pas la solution, mais à part que c'est à nous la rue. Mais j'aurais tendance à dire que je vais témoigner, mettons, comme d'un partage que j'ai eu d'une rencontre de suivi avec Daniel Boutet, où est-ce que j'ai parlé de la notion de mon réflexe de solutionner. Puis, dans ma pratique artistique ou dans mon quotidien, parce que dans le fond, on a tous besoin comme d'argent pour payer ce qu'on a à payer, j'ai solutionné de rester connecté au milieu culturel et artistique en m'y impliquant. Puis c'est souvent comme on a parlé de temps, j'ai parlé de, mettons, des enjeux justement par rapport au temps, aux engagements. Puis à un moment donné, on n'a pas juste faire des choix pour faire de la place pour la création, puis ce qu'on considère qui nous permet de vivre un certain équilibre à travers la vie quotidienne. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça que je répondrais ou que j'ouvrirais à la conversation dans un autre temps. Merci. On aurait le temps pour une autre question? Oui. Entrée discrète. Bonjour, mon nom c'est Marilyn. Merci beaucoup pour le partage de ta pratique, ton expérience. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'a frappée, c'est quand tu as dit « je vais reprendre mon souffle ». Parce qu'en fait, ma question va dans cette direction-là. D'abord, tu as une pratique dans l'interdisciplinarité, visiblement. Je me demandais, c'est quoi ton rapport au souffle? Quelle est l'importance que tu y accordes? Est-ce qu'il y a des disciplines où ça demande plus de souffle soutenu? Dans le fond, c'est vraiment une question ouverte à géométrie variable. Ouais, merci pour ta question. J'ai toujours dit que j'ai jamais appris à respirer. On m'a jamais montré. Fait que, tu sais, ça va vite. Je pense que j'essaie d'apprivoiser. Je pense que rendu à où est-ce que je suis rendue dans mon parcours avec mon espèce d'hyperactivité d'intérêt ou de curiosité, je pense que ça demande une meilleure connaissance de soi. Puis si je rembarque un peu comme dans le parcours de PA, il y a une partie dans le processus où est-ce qu'on peut réfléchir à comment mieux se connaître pour mieux comprendre sa pratique. Fait que
je te dirais que j'essaye de cultiver une respiration, de prendre des moments d'arrêt pour le respirer. Fait que j'essaye de prendre du temps pour faire du yoga et c'est ça. Mais souvent, ça va trop vite, tu sais. Fait que... Mais tu sais, c'est juste parce que là, dans un contexte comme ça, c'est que je m'entends, j'ai besoin de me le dire à voix haute, tu sais. Fait que je pense que aussi dans le quotidien, de le nommer quelque chose, c'est que ça fait que ça existe, là. Tout à fait. Ben, ça matérialise justement, pour rebondir sur la conférence précédente, dans le monde réel, mais ça vient de notre intériorité. Je voudrais juste peut-être renchérir est-ce que tu conscientises bien le fait que, dans le fond, la respirer, ça se décline en l'inspiration et l'expiration, puis que la mécanique, c'est respirer, mais en fait, quand on la décline, on est dans le souffle soutenu de l'inspiration. L'expiration, c'est cette espèce d'aller et venue, enfin. Je te lance. Ben, je vais m'y intéresser assurément, là. Je suis un peu larguée, là. Merci. Oui, c'est super intéressant. Puis, tu sais, je pense que à travers la réflexion de la communication, c'est que, tu sais, on a la contrainte d'un temps, d'un moment, puis d'un angle, mais tu sais, tout est matière à réflexion. Fait que je m'en prends une note, puis on pourra peut-être en reparler dans une autre circonstance. Merci à toi.